voilà, les questions qui s'affichent à l'écran, on les a regardées un petit peu là, en coulisses pendant que vous parliez. Alors cette notion de territorialité là, que vous avez, j'allais dire, quasiment dévoilée, comment allier la croissance là, de cette demande de territorialité des politiques avec une PAC qui, elle, est à l'échelle européenne, même si Thomas nous a dit tout à l'heure que la subsidiarité allait sans doute jouer à plein dans cette version-là. Mais effectivement, des règlements internationaux, enfin voilà, communs, et puis cette demande de territorialité qui est forcément territoriale. Donc, voilà. Mais ça, c'est un message politique aussi que la France doit pouvoir porter. Cette idée dans la subsidiarité, d'aller plus loin dans la subsidiarité. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on a fait on nous a demandé de rédiger les conclusions des consultations citoyennes européennes qui ont été organisées par le gouvernement. Donc nous, on n'a fait que la partie de rédaction des conclusions. Et la question de la subsidiarité est revenue très souvent. La question, il y a énormément de conclusions assez intéressantes d'ailleurs sur la partie agriculture. Et il y avait une assez forte demande de subsidiarité et de territorialisation des politiques. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de travailler, alors j'étais stagiaire à l'époque, à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Et je trouvais ça assez incroyable parce qu'on passait des heures, je me souviens avoir passé des heures dans des réunions à négocier la taille des joints sur les appareils à pression, c'est-à-dire les cocottes minutes, quoi. Et donc on passait des heures à négocier la taille des joints. Et les vrais sujets, finalement, les plus lourds, qui étaient les sujets éminemment stratégiques, on ne les discutait pas. Donc c'est vrai que là, on a enfin, de toute façon, c'est plus une demande de territorialité, c'est une exigence aujourd'hui. C'est l'exigence des territoires qui s'est exprimée en France et qui ne s'exprime pas qu'en France. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution politique des différents pays en Europe, c'est une évidence qu'on ne pourra plus rester sur des systèmes uniformisés qui s'occupent effectivement, qui ne s'occupent pas du stratégique, qui ne s'occupent pas toujours de bien défendre les intérêts des uns et des autres. Et les conclusions des consultations européennes, c'était pas moins d'Europe, c'était mieux. Et l'Europe apparaissait plus comme un moyen de répondre à nos problèmes, mais effectivement avec une évolution assez fondamentale des politiques. Mais je vois que vous voulez répondre parce que vous en savez plus que moi. Si, vous en savez plus. Si. Soyez pas modeste. Non, je partage complètement. Mais vous pouvez être en désaccord, c'est ça le débat. Non, mais je veux bien être en désaccord avec vous, mais si je suis d'accord avec vous, laissez-moi aussi être en accord avec vous. Non, le grand défi, le grand défi, il a été signalé dans une des questions. C'est comment. Le grand défi, c'est comment faire des politiques beaucoup plus proches du citoyen, sans créer des distorsions de concurrence, des traitements, même des sentiments. Il suffit, même si ce n'est pas une réalité, des sentiments de traitement inégaux ou injustes de la part de la population. Ça, c'est le grand défi. Et la solution, à mon avis, passe par cette décentralisation, cette prise en compte des territoires, cette territorialisation des politiques, et en même temps, bien évidemment, une police de la route qui s'assure que tout le monde joue le jeu et que les personnes qui ne jouent pas le jeu, qui profitent qui utilisent mal la liberté doit toujours aller de pair avec la responsabilité. Les gens qui utilisent mal cette liberté pour faire n'importe quoi sont punis par la loi. On l'a vu dans un sujet qui n'a rien à voir avec nous, qui est au niveau de la justice en Hongrie, où le gouvernement a pratiquement voulu faire disparaître la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, et où la Cour de justice européenne a dû intervenir pour protéger les juges de leur propre gouvernement, pour maintenir leur indépendance. Il faut ce genre si on voit qu'un État membre ne joue pas le jeu, il va falloir pouvoir le sanctionner. Mais c'est le pendant. Responsabilité décentralisation va toujours avec responsabilité, et responsabilité implique des devoirs aussi et des exigences, en même temps qu'on a des possibilités. Et ça, c'est le grand débat où trouver l'équilibre. Ok, merci Thomas. On va revenir sur votre ouverture, madame, à nous faire intervenir, participer à cette commission, à ce vaste débat. Alors, il y a deux questions. Alors,
On va peut-être prendre celle de la D, là, celle de Didier. Madame la ministre, le débat public, nommez-nous agriculteurs face aux associations type L214, aider à grands coups de lobbyisme, etc. Comment mettre en avant notre agriculture vertueuse? Mais je la relierai à la question d'après, qui est à quel moment et selon quelle modalité nous conseillez-vous d'intervenir, vous voyez? On a, alors, sur la première et l'autre question, effectivement, si le débat public fait qu'on met dans une même salle les pour et les contre, on aura ce qu'on appelle de la délibération chaude, qui en général fait qu'on va aller très très loin dans la discussion sur le plan technique, mais on sera toujours dans l'opposition. C'est-à-dire qu'on n'avancera absolument pas dans la construction d'une proposition de consensus ou autre. C'est la raison pour laquelle, quand on organise un débat public, il faut introduire ce qu'on appelle de la délibération froide. Et la délibération froide, c'est d'autres acteurs. Ça peut être le grand public, ça peut être d'autres acteurs syndicaux qui font que on n'a pas d'un côté les pour et les contre, mais on a d'autres acteurs et qui amène le débat à être moins technique, mais à amener beaucoup plus de propositions et de progression. C'est la raison pour laquelle il y a toutes les initiatives et que je vous invite à lancer pour se saisir de ce débat public à votre échelle et à une échelle la plus locale possible, parce que L214, ce sont souvent des logiques très nationales et très globales, ce sont rarement des logiques très locales. Donc à une échelle la plus locale possible. Et ensuite, dans le cadre effectivement de réunions que nous allons construire à l'échelle des régions, où on va travailler ensemble en mettant dans une même salle des acteurs institutionnels, donc toute la société civile, représentants de la société civile, et en même temps une moitié de salle qui sera composée de citoyens qui sont soit tirés au sort, soit ceux qui s'inscriront les premiers, et on les fait travailler par table. On les fait travailler de manière beaucoup plus pour construire de la proposition. Donc ça, c'est un système qu'on va piloter, qui est assez encadré et qui est un système qui évite justement ces confrontations qui font qu'on peut passer 1 heure ensemble. On passera 1 heure où on n'avancera pas. Et quand on a fait le Grenelle de l'environnement à l'époque, il faut se souvenir que la demande des associations environnementales à la base était de dire on veut faire une grande conférence entre nous, associations environnementales, et vous, gouvernement. Et notre première réaction a été de dire si on fait ça, ça va être une grande conférence, ils vont avoir une liste de demandes et on va passer notre temps à dire bah non, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut. Et donc ce sera du pour et du contre. Et c'est pour ça qu'on a réintroduit d'autres acteurs dans le Grenelle, qui étaient les acteurs syndicaux, les acteurs économiques, un peu d'experts et puis un petit peu d'acteurs politiques. Et justement, est-ce qu'il existe des instances similaires dans d'autres pays dans le monde, et quels enseignements peut-on en tirer justement dans la formule qu'ils emploient Alors, il y a, la France est un pays qui a une forte tradition et une forte pratique de la participation. C'est même historique dans le domaine de l'urbanisme et très développé dans le domaine de l'environnement. Donc il y a par exemple au Québec une instance qui s'appelle le BAP, mais qui est plus un médiateur quand il y a vraiment des grands conflits dans le domaine de l'environnement. Il y a en Italie une forme un peu équivalente de la CNDP, qui est très en appui en fait des initiatives locales. Et d'ailleurs, la vice-présidente de la CNDP en France est l'ancienne présidente de la CNDP italienne. Donc c'est en plus intéressant en termes de partage de méthodes. Donc la plupart des pays essayent, mais la France est un pays extrêmement structuré, beaucoup plus structuré que beaucoup d'autres pays dans son système de décision et d'organisation, avec des représentants de la société civile et des systèmes qui sont même imposés par la loi. Donc en fait, nous, on a une particularité, c'est qu'on a une très forte tradition de la participation, mais qui est très institutionnelle, qui est vraiment définie par la loi et très encadrée par la loi. Et ce qui fait que parfois, on respecte plus la loi que l'esprit de la loi, c'est-à-dire qu'on respecte plus la forme institutionnelle que la réelle volonté de participer et de se concerter, quoi. Alors, une question que je vais essayer de traduire. Le temps de l'agriculture n'est pas le temps du consommateur citoyen. C'est-à-dire que le pas de temps, j'imagine, et la versatilité peut-être aussi, derrière cette question des attentes du citoyen qui parfois changent un petit peu de...
Je ne sais pas très bien répondre en fait à cette question parce qu'il faudra avoir un exemple concret effectivement de problème qui s'est posé. Moi, je vois une évolution globale d'un consommateur qui va vers de plus en plus de consommation locale, régionale et de consommation qu'il juge saine et favorable à l'environnement. Donc ça, c'est une tendance lourde, effectivement. Après, peut-être qu'il y a des cas particuliers sur des produits qui se sont... Non, mais ça veut sans doute dire que aussi toute l'agriculture française ne peut pas se transformer en une agriculture locale, évidemment. etc., etc. Et c'est pas la logique d'ailleurs. C'est la complémentarité des systèmes qui est intéressante. Non, évidemment, il faut du temps. Et c'est souvent aussi ça, c'est une difficulté qu'on a à faire comprendre. Un système énergétique, c'est 20 ans grosso modo pour le faire évoluer. Le système agricole, c'est pareil, c'est quand même extrêmement long. Les temps de conversion, quand ceux qui veulent se convertir à l'agriculture biologique, c'est entre 3 et 5 ans de mémoire, au moins 5 ans maintenant. Donc c'est effectivement des temps assez longs, le temps agricole. Et puis, sans compter... évidemment, les problématiques de saisonnalité, Bon, ça, la saisonnalité, ça me semble un peu mieux prise en compte aujourd'hui. Alors, peut-être une question plus d'ordre comportemental. Les citoyens ordinaires sont-ils capables de comprendre le fonctionnement de l'agriculture quand certaines ONG sont spécialistes de l'agribashing? Vous savez que les agriculteurs se plaignent beaucoup d'être stigmatisés et que ça ramène aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir le respect mutuel. Vous pouvez peut-être reparler de ça. Oui, le citoyen ordinaire, il est vraiment capable effectivement de tout comprendre. Ça, le fonctionnement de l'agriculture, il y a aucune difficulté. Et en général, le citoyen ordinaire est assez bienveillant. Alors effectivement, aujourd'hui, on est tous confrontés à des campagnes de désinformation, de fake news, de complotisme extrêmement importantes, virales en général, donc très organisées sur les réseaux sociaux. Et toute la difficulté, c'est qu'en plus aujourd'hui, en France, il y a une forte suspicion à l'égard des experts. Ça a été assez bien documenté. Donc, il peut comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut quand on organise un débat public, être extrêmement sur l'information qu'on met au débat public. Nous, quand on fait du débat public classique, on demande à celui qui nous a saisi, donc au maître d'ouvrage, de donner son dossier sur le sujet qu'il souhaite traiter. On a fait par exemple sur la mine d'or en Guyane, ou sur la PPE, et puis programmation pluriannuelle de l'énergie, pardon. Et puis en parallèle, on verse comme information des informations qui viennent d'autres parties prenantes. Et ça permet aux citoyens de se faire son avis. Quand vraiment on est sur des sujets très techniques, on peut faire ce qu'on appelle des clarifications de controverses. Donc là, on a un système où on dit, bon, vous êtes pour... prenons des sujets qu'on a eu à traiter, mais c'est du déchet radioactif, ça va être compliqué de faire le parallèle. Mais je ne sais pas, vous êtes pour 100% d'agriculture biologique. Dites-nous pourquoi vous êtes pour, vous, experts, vous, structure, et développez vos arguments. Vous êtes contre, développez vos arguments. Et comme ça, on a, nous, une fiche, un élément d'information le plus objectif qu'on verse au débat. Et là, sur le débat national, on va essayer de faire, sur un certain nombre de sujets. Donc, typiquement, on a demandé à un certain nombre d'acteurs de nous fournir des éléments d'information sur les 4 thèmes qui ont été identifiés par le gouvernement pour qu'il n'y ait jamais une seule source d'information. Et l'autre élément qu'on utilise sur des sujets un peu techniques, c'est ce que je vous développais tout à l'heure, c'est ces fameuses sessions de travail et conférences de travail où, c'est gentil, merci, où on travaille une journée entière. Et donc là, on a le temps d'approfondir, on a le temps de faire venir des experts. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on fait voter les gens avant d'entrer dans la salle sur certains sujets. Par exemple, vous êtes pour ou contre le bio. On fait ce système délibératif avec des experts qui viennent. On peut le faire à très grande échelle. On peut mettre 200 personnes dans une salle, on le fait dans toutes les régions. Et puis, on les refait revoter sur les mêmes sujets à la fin. Et c'est très intéressant parce qu'on voit évoluer leur position. Et du coup, on voit aussi quel type d'argument, quel type de présentation on doit utiliser
pour faire passer, pour faire comprendre les idées, les sujets. On comprend ce qui préoccupe les gens. Et donc ça permet aussi d'orienter et d'éclairer les différentes politiques et les campagnes. Pour tous les acteurs, c'est extrêmement intéressant. Il y a une question anonyme, qui est, Madame la ministre, il est de plus en plus difficile de mobiliser des bénévoles dans les associations, l'abstention, le vote blanc, etc. progresse. Et donc, comment parviendrez-vous, vous la Commission, à mobiliser cette société civile pour participer à ces différentes réunions? Et puis, j'imagine, et donc pas que les activistes, on va dire, effectivement, de la société civile ordinaire. Alors là, il y a 2-3 éléments sur ce premier point. Effectivement, la citoyenneté politique va pas très bien. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc ça, c'est vrai. Mais la citoyenneté du quotidien, c'est-à-dire l'engagement des personnes, alors il y a de moins en moins de bénévoles pour des raisons et de responsabilité, il y a beaucoup de raisons. Mais la citoyenneté, qu'on va dire, du quotidien, d'engagement dans des associations, d'engagement pour des causes et autres, celle-ci est très forte et elle est de plus en plus forte. Et en fait, nous, dans les débats publics, on a de plus en plus de participants. Et pas des participants qui sont toujours les mêmes, mais je vous dirai pourquoi. Et il y a un rapport qui a été fait par le Conseil d'État, voilà, qui a été fait par la section d'études du Conseil d'État et qui montre très très bien ça, à savoir qu'aujourd'hui, en France, on a une citoyenneté qui est extrêmement vivace, mais qui passe de moins en moins par les canaux institutionnels et par les canaux habituels. Ce qui pose un vrai problème pour tous les corps intermédiaires d'ailleurs, hein, les syndicats qui sont aujourd'hui, qui ont pris d'ailleurs la révolte des gilets jaunes comme un désaveu énorme. Et donc tous les corps intermédiaires aujourd'hui se voient contournés par des formes de citoyenneté qui sont très spontanées et qui posent des problèmes au pouvoir en général. Et donc, comment est-ce qu'on fait, nous, justement, pour éviter qu'on ait dans les réunions toujours les mêmes ou qu'elles soient noyautées par certains groupes? Pour le futur grand débat national, il s'appellera Grand débat national. En fait, on voulait grand débat. C'était bien grand débat, parce que le grand débat national, c'est un peu lourd. Mais bon, il y a déjà une émission de télé qui s'appelait le grand débat. Donc, on ne pouvait pas utiliser le grand débat. Pour éviter ça, en fait, c'est par la multiplication, justement, des initiatives locales par énormément de réseaux. Les réseaux des maires ruraux, des syndicats, des associations caritatives qui vont faire qu'il y aura peu de risques au global qu'on ait ce noyautage dans toutes les réunions. À grande échelle, c'est impossible. L'autre élément, c'est qu'en fait, on aura énormément d'outils qu'on va mobiliser dans le débat. Et par exemple, on va proposer qui est ce qu'on appelle, nous, des stands. C'est-à-dire qu'il faut que le débat aille au-devant des citoyens. Il faut qu'on soit en capacité d'installer des stands sur des marchés pour aller recueillir la parole des citoyens, parce qu'il y en a plein qui viendront jamais dans les salles. Et donc, il faut aller au-devant d'eux et leur proposer de s'exprimer de manière très, très simple, de manière la plus informelle. On fait toujours ça. Nous, quand on fait des débats publics, on a des bus qui vont dans des quartiers. On fait des débats publics dans les wagons-bars des trains. Et ça marche très, très bien, parce que c'est l'occasion ou jamais de venir s'exprimer. On aura les outils aussi que je vous ai présentés très, très encadrés. On aura les plateformes numériques. Mais les plateformes numériques, elles ne font pas venir un nouveau public. Ceux qui vous expliquent que grâce au numérique, on va faire venir des jeunes, on ne l'a jamais constaté. Vous avez exactement les mêmes difficultés, les mêmes biais sur les plateformes numériques que sur les réunions en présentiel. Donc la plateforme numérique, c'est un outil parmi d'autres. Mais si en plus on résumait le grand débat national à une plateforme numérique, on n'aurait juste rien compris au problème de base. Donc on aura effectivement des tas d'outils qui vont éviter ce noyautage. Mais quand on pilote un débat, nous, on n'a jamais été victime de ce type de noyautage, parce que justement, on n'utilise jamais qu'un seul outil. On utilise plusieurs outils pour organiser le débat. Bon, ça répond, votre chute répond en partie à la troisième là, qui s'affiche
Selon vous, les environnementalistes sont-ils d'accord pour travailler avec le secteur agricole, voire passer des alliances, ou sont-ils dans une posture de conflit permanent pour alimenter un fonds de commerce contestataire bien facile? Donc ne soyez pas étonnés par la formulation de cette question, c'est quelque chose que les agriculteurs ressentent profondément, hein, et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs questions là-dessus. Il y a les deux. Il y en a qui sont évidemment dans des stratégies qui ont un caractère très politique, des stratégies de positionnement, voilà, c'est des raisons d'être, il y a des grandes associations qui défendent des intérêts qui ne sont pas que des intérêts nationaux. Et puis, il y a toute une partie d'environnementalistes qui, au contraire, sont vraiment dans le dialogue. Mais quand on fait un débat, là, le débat qu'on va faire, c'est au public qu'on s'adresse, c'est aux citoyens ordinaires. C'est vraiment eux aujourd'hui qui doivent porter les différentes causes. Et donc ça, ce sont une partie des acteurs, mais ça n'est qu'une partie des acteurs. Ça ne résume pas l'intérêt environnemental qui est porté par en fait beaucoup la majorité des citoyens. Restons sur ce grand débat national. Comment être invité dans vos débats publics aujourd'hui? Quels sont les représentants aujourd'hui de la filière agricole? J'imagine qu'il n'y en a pas encore de désignés, mais alors, pratiquement quoi? Parce que là, vous nous avez fait une ouverture formidable. Donc, l'invitation... On fait quoi demain matin, là? Alors, l'invitation, c'est... Tout le monde sera invité parce que tout le monde pourra organiser un débat public. L'objectif, en fait, c'est vraiment de mettre à disposition de celles et ceux qui veulent organiser un débat à leur échelle. On met à disposition des outils. On met à disposition des outils qui sont comment faire un débat, comment l'organiser et surtout comment nous faire remonter les conclusions de vos débats. Ça peut se faire à toute échelle. Ça peut se faire à l'échelle de 10 personnes comme à l'échelle d'une région. On va mettre à disposition des outils sur le contenu de chaque thème. Voilà, si vous voulez parler de fiscalité, voilà des éléments d'information sur la fiscalité. On pourra même décliner des éléments d'information à l'échelle de l'intercommunalité. Et puis, si vous ne voulez pas parler d'un des 4 thèmes qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement, vous voulez parler d'autre chose, d'un 5e thème. Qui sont ces 4 thèmes? Les 4 thèmes qui ont été identifiés par le gouvernement sont, alors c'est vraiment la responsabilité du gouvernement, la transition écologique, la fiscalité, justice fiscale, ensuite démocratie et citoyenneté. Et donc, si vous avez une interrogation, c'est ici que se trouve le thème de l'immigration. Et ensuite, la partie qu'on pourrait résumer de fracture territoriale, présence, organisation de l'État, présence des services publics dans les territoires. Mais il y a des tas de sujets qui ne sont pas directement et clairement évoqués et qui peuvent être évoqués. C'est-à-dire que je pense que ces sujets ne résument pas l'ampleur des questions que les uns et les autres souhaitent poser. Nulle part on voit le terme de politique sociale ou de question sociale apparaître. Or, c'est un thème qui, à mon avis, s'impose avec évidence dans le débat. Donc ça, c'est les 4 thèmes qui ont été identifiés par le gouvernement, mais vous pouvez être libre d'organiser des débats sur d'autres sujets et surtout de les faire ensuite remonter. Donc nous, on est vraiment des facilitateurs. Si vous souhaitez organiser une réunion et vous savez qu'il y a un risque fort de conflictualité de cette réunion, on peut nous aussi envoyer des personnes qui vont animer cette réunion, qui savent faire. C'est des garants qui sont des garants de la CNDP, qui font ça depuis très longtemps, sur des sujets parfois extrêmement conflictuels. Hein. Ceux qui ont fait les débats sur l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure ont une bonne expérience de la conflictualité, et donc ils sont capables effectivement d'animer des réunions pour éviter que les décideurs soient en première ligne, parce que parfois ça peut être quand même extrêmement délicat quand on est un politique ou quand on assume d'autres responsabilités. Bon, on va peut-être laisser la question comment mieux valoriser les revenus agricoles, parce que je ne suis pas sûr que ce soit complètement dans vos... Je ne suis pas très douée là-dessus. Voilà. Alors si, oui, non, alors, si quand même. Ça, c'était un de mes combats. Le discours sur manger pas cher, c'est bien pour vous, il faut arrêter. Hein. Le problème, c'est que tout le discours autour de l'alimentation bon marché, c'est quand même un discours destructeur. C'est destructeur parce que c'est malheureusement faux. D'ailleurs, on voit que la part dans les budgets des ménages de l'alimentation n'a cessé de baisser. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement. Par conséquent, ça c'est
Il y a quelqu'un de la grande distribution ici? Non. Chaque fois que j'entends les pubs de Leclerc, mais franchement, je m'étrangle. Et donc... mais il y a... et tout le monde le sait, tout le monde le dit. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est un combat de fond, quoi. La question n'est pas, la question n'est pas de dire vous devez acheter forcément cher votre nourriture, mais juste au juste prix, au vrai prix. Voilà. Surtout qu'on connaît leur mode de fonctionnement. Bon, mon mari travaille dans l'agroalimentaire, alors forcément, je connais un peu le sujet. Alors peut-être, oui, c'est assez technique, mais vous préférez une réponse peut-être plus générale. Les objectifs éco-phyto n'étant pas atteints, effectivement, est-ce que c'est une solution de ce qui se décide dans les ordonnances, dans le cadre de la loi sur de l'alimentation, là, de la fin des remises, etc. Enfin, le fait de taxer finalement davantage les phytosanitaires, est-ce que c'est la solution pour en faire diminuer l'utilisation, sachant que par ailleurs, comme vous le savez, l'utilisation des produits phytosanitaires continue finalement à un palier, voire à une petite augmentation. Non, mais ça, c'est... Oui, la fiscalité écologique, quoi. Enfin, oui, c'est le problème de la fiscalité écologique, mais après, c'est un problème de diagnostic. Si on crée une sanction, et je suis pas assez... Là, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir vous répondre intelligemment, mais si on crée une sanction, c'est que le diagnostic laisse à penser que les uns et les autres auraient pu faire autrement, et que c'est de la mauvaise volonté s'ils ne le font pas. Si le diagnostic, c'est que structurellement, ils ne pouvaient pas le faire parce que soit les filières, soit les alternatives n'existent pas, dans ce cas-là, la sanction ne se justifie pas. Et il y avait dans le fameux discours du Grenelle de l'environnement, j'étais plume à l'époque, donc c'est pratique, il y avait un principe qu'on avait posé qui était celui du droit à l'alternative. C'est-à-dire et qui est aujourd'hui un droit auquel il faudrait donner corps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de possibilité de faire autrement, on ne peut pas vous sanctionner. C'est vrai, bon, le problème de l'usage du véhicule pour les gens qui habitent dans des milieux ruraux, c'est vrai aussi pour les phytos. Le problème, c'est que toute la filière en amont pour pouvoir réduire l'usage des phytos n'est pas là. Et toutes les incitations globales ne sont pas là. Et par conséquent, c'est un problème de diagnostic. Et je pense que le diagnostic devrait être plus de voir comment on accompagne et comment on réforme la filière en amont, plutôt que de faire peser la charge sur l'utilisateur final. Merci madame. Alors c'est ma lecture, oui, je ne suis pas spécialiste. Mais pour continuer sur, j'allais dire maintenant un peu plus de généralité, enfin, quelle est l'agriculture que vous pourriez imaginer d'ici 2028 en France? Est-ce que c'est une agriculture qui va réconcilier effectivement le citoyen, avec non pas avec son agriculture, mais avec les bénéfices environnementaux de cette agriculture? Est-ce que c'est une agriculture qui va, comme le disait Monsieur Thomas Garcia Ascarate, plus centrée sur la fourniture d'alimentation de qualité locale, même locale au niveau national, européen, et peut-être moins tournée vers l'exportation? Enfin, les deux peuvent aller de pair d'ailleurs. La tension qu'on sent très très forte, c'est entre un système industriel très très mondialisé et puis un système effectivement plus territorialisé, mais qu'une tension qui existe dans l'agriculture comme dans beaucoup d'autres domaines. On peut imaginer idéalement plutôt la solution de la territorialisation et du coup de la réconciliation globale. Maintenant, est-ce un scénario utopique ou pas? Je dois dire qu'il y a des vents contraires extrêmement forts quand même. Hein, on ne peut qu'observer ça, mais on voit qu'en même temps, la révolte de la société aujourd'hui, c'est aussi une révolte contre ça. Donc je n'ai pas... Il y a des écritures de scénarios qui se font, qui peuvent très bien se faire. On utilise ça parfois aussi dans des débats sur certains sujets. Parce que quand on fait du débat public, ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce que certains affirment, que quand on fait du débat public et qu'on s'adresse aux citoyens ordinaires, on n'entend que des âneries. Au contraire, on entend beaucoup de propositions de bon sens. Et souvent, il y a une dimension assez politique. C'est-à-dire souvent, il y a une expression d'une vision de la société qui se fait. On a fait un débat public extrêmement intéressant à La Réunion,
il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Le projet de base, c'est un projet très simple. C'est un projet de contournement de d'une commune qui s'appelle la commune du Tampon, qui est une commune extrêmement embouteillée parce que tout le monde habite dans cette commune. Il va travailler dans la commune d'à côté, mais qu'il n'y a qu'une seule route pour y aller. Donc, il passe 1 heure à 1 heure et demie dans les embouteillages tous les jours. C'est quand même énorme. Et donc, le projet routier semblait très simple. Il visait à créer une route pour contourner cette commune. Ça vous semble simple hein, comme sujet, il n'y a pas de difficulté. Et en fait, il y a une opposition générale à ce projet, avec un discours qui était un discours vraiment de valeur, en nous disant mais ça c'est terminé, c'est pas compatible avec le modèle de développement ni durable, ni notre modèle à nous de société et notre culture réunionnaise. On veut pas voir des cars à touristes pressés passer sur les routes, et on préfère encore passer 1 heure dans les embouteillages que de créer ces systèmes-là. Et c'était très intéressant parce que c'est là où on voit effectivement que les possibles, ils sont aujourd'hui extrêmement ouverts, et tout ce qu'on avait imaginé qui se passerait en 2017 ou en 2018, et je pourrais vous citer des tonnes d'exemples de choses qui nous paraissaient évidentes à l'époque, qu'on ferait des hydroliennes et tout ça, ça s'est pas passé. Ça s'est jamais prévu, ça s'est jamais passé comme on l'avait prévu. Donc on peut imaginer plein de choses, mais en fait on sait que, comme beaucoup de nos grands penseurs, on se trompera. Écoutez, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Je pense qu'on vous applaudira très fort, à la fois pour la qualité de vos observations, de vos conseils, et puis surtout de votre présence aujourd'hui, ce mercredi 19 décembre. Mais vraiment, merci infiniment. Présenter en première la méthode, hein, c'est bien. Voilà, et donc nous essaierons de relayer aussi ce que vous nous avez dit sur nos propres réseaux. Merci beaucoup. Éric, peut-être un petit mot de... Oui, c'est vous la conclusion, c'est pas moi. Non, je vais me mettre là. Oui, non, je remercie encore bien sincèrement donc, Madame la Ministre Chantal Jouanneau et Thomas Garcia Escarate pour leurs interventions. C'est vrai que quand on s'était rencontrés, Madame Jouanneau, on était plus sur les aménités environnementales, mais les gilets jaunes sont arrivés et c'est vrai que le débat aujourd'hui est un peu différent. Je retiens que je pense qu'on a notre mot à dire aussi dans ce grand débat national pour travailler ensemble, et je pense qu'on a aussi, nous, des choses à dire. Il faut bien sûr qu'on prépare une nouvelle PAC. Alors, on a bien compris, 2020, ça paraît impossible. En tout cas, on va travailler comme si c'était 2020. Et puis, de toute façon, tout le travail que l'on aura fait, ça servira pour les prochaines années. Voilà. Je vous remercie.